prochain chapitre. Et cette fois, il va y avoir du monde sur scène. Vous pouvez le voir au nombre de chaises. Dessine-moi une PME désirable, cap sur 2040. Ils sont plusieurs à avoir accepté de se prêter au jeu. Et c'est mon plaisir maintenant de vous les présenter. Je vous demanderai de les accueillir comme il se doit. Et on va commencer par Mercedes Assal Poget, directrice de la chocolatière. Mercedes Atelier qui a travaillé ensuite dans la finance et les mathématiques avant de racheter la chocolatière et qui a donc un savoir-faire qu'elle travaille, mais viens me rejoindre, savoir-faire suisse à la richesse gustative issue de ses racines péruviennes puisqu'elle a navigué entre la Suisse et le Pérou. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir tout au bout. Il y aura un micro, vous avez déjà un micro. Qui vous remercie, Mélanie. Magnifique. Vous serez accompagné dans ce panel par Jean-Valentin de Saussure, cofondateur et directeur de Cirkea SA. Jean-Valentin qui a donc fondé Cirkea SA, une start-up qui valorise le CO2 biogénique issu de la fermentation et de la méthanisation. Et après un premier passage par la gastronomie, là aussi, sa passion depuis jeune, il s'oriente vers les sciences de l'environnement, puis l'économie circulaire et la durabilité. Il réalise d'ailleurs un master en la matière. Et puis aujourd'hui, il fait du conseil en durabilité, politique publique, écologie industrielle, un CV richement fourni. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Valentin. Merci beaucoup. Bonsoir. Avec vous sur scène, Alexandre Gaillard, qui est le cofondateur de Swissco et qui est un enseignant à l'ECAL. Fondé en 2013 avec un pote d'enfance, Swissco, ça a pour but d'assurer la continuité dans le respect des traditions, mais avec un univers narratif original et des techniques modernes. Ils font donc des coucous, comme le nom le dit, avec des tableaux horlogers animés. Merci, bonjour, bienvenue. Elle devait être avec nous ce soir, malheureusement, elle est clouée au fond du lit, elle est malade. C'est Sarah Gnoni, fondatrice de The Positive Project SARL. Alors elle vous salue, elle vous embrasse de loin. Et finalement, nous avons sur ce plateau Nicolas Fontaine, qui est le cofondateur de l'association Satellite. Il est engagé dans la durabilité, la créativité. Il a fondé de nombreux projets et entreprises. Il est multicasquette, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, nous voici tous. Je vais vous demander encore une fois un petit peu d'attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci pour nos intervenants. Donc, on est là pour parler d'une PME désirable, avec ce cap sur 2040. Et moi, j'aimerais vous poser une question d'entrée de jeu. Et Mercedes, comme c'est toi qui as le micro, c'est toi qui auras le privilège de répondre en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, et cette question s'adresse à chacun de vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vos PME respectives sont désirables? Merci, Mélanie. Bonsoir à tous. Un rêve d'être ici avec vous. Merci d'abord. Désirable, c'est le rôle de l'entrepreneuriat de les rendre désirables. Je pense qu'elles le sont, oui. C'est une de nos responsabilités de les rendre désirables. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu estimes que ton entreprise aujourd'hui, elle est désirable? Mon entreprise pourrait, ma petite PME, donc chocolaterie, serait désirable dans le sens qu'elle a une valeur ajoutée par la passion qu'elle transmet. Ce savoir-faire qui est à la base, en fait, de la reprise de la chocolatière, qui est celui que j'influe à mes collaborateurs qui travaillent avec moi. Le fait de les monter en compétences, d'essayer de leur faire comprendre qu'en fait, on a un même objectif, que le chocolat a une âme, qu'il y a une passion, que quand on le déguste, il y a derrière une vision et un idéal, et que parmi tout ce que nous faisons, c'est cet idéal que les gens ont comme finalité. Donc c'est ça qui rend désirable mon entreprise, c'est que chacun est concerné par rendre le produit désirable, non seulement gustativement, mais au-delà de ça, que ce soit une expérience désirable. Alors, c'est peut-être plus facile quand on travaille de la matière, à savoir un produit qui est déjà à l'œil désirable, qu'on a envie de manger. Mais quand on travaille, comme toi, Jean-Valentin, sur la méthanisation, comment est-ce qu'on fait pour être désirable? Oui, effectivement. Alors, je dirais que
Avant d'être désirable, on est peut-être une PME ou d'abord une jeune start-up, parce que c'est quand même une jeune entreprise qui anticipe 2040, dans le sens où notre objectif et notre vision, c'est de s'ancrer dans le territoire. C'est pour ça qu'on travaille avec des entreprises d'énergie locale, de méthanisation. On travaille aussi beaucoup avec des brasseries, des vignerons, pour capter le CO2 et le revaloriser. Et l'objectif là-dedans, c'est surtout cette logique d'écosystème, de créer des écosystèmes, de casser aussi cette barrière qu'on a entre entreprises pour favoriser une collaboration. Moi, quand je parle d'économie circulaire, avant tout, pour moi, le mot qui me vient en tête, c'est la collaboration. Et je pense qu'une économie en 2040, c'est une économie qui est plus collaborative, qui échange, qui favorise l'échange, qui crée du tissu économique local. Et pour moi, c'est ça en fait qu'il faut préparer et anticiper pour 2040, et surtout être aligné sur une vision, aligné sur des valeurs. Et j'espère que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à développer plus loin notre entreprise. Alexandre, est-ce que Swissco partage ces notions et ces valeurs? Alors, entièrement, Swissco, c'est à la base au fait des valeurs, parce que nous sommes designers industriels. Et il est vrai que le design a une double facette. Il a d'abord été inventé pour créer le désir, donc l'obsolescence programmée par les tendances. Quand on change de voiture, quand on change de rideau, pour se mettre au goût du jour, c'est une forme d'obsolescence par la mode. Mais aujourd'hui, le design a une responsabilité plus importante encore, c'est qu'il doit amener le consommateur vers l'avenir. Il n'y a pas si longtemps, les objets étaient des choses qu'on se transmettait en famille, alors qu'aujourd'hui, les objets sont devenus purement de la consommation. Et c'est là que le designer, maintenant, doit repenser des objets pour la pérennité, quelque part, pour qu'on puisse les réparer, pour qu'on puisse les aimer, pour qu'on puisse les entretenir. Donc, il y a tout un discours au travers de nos produits qui sont, quelque part, un désir de responsabilité par rapport à nos métiers passés. Donc, collaboration, responsabilité, locale. Là, automatiquement, Nicolas, ça te parle quand on parle de local? Ouais, ça résonne beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Alexandre pour ces mots, c'est assez juste. Bah, je vais commencer par taquiner un petit peu. Pour moi, une PME désirable, ça fera écho à M. Dessertine et M. Touati, mais je dirais que c'est une PME désirable qui est moins capitaliste en fait. Enfin, basée sur le fait d'arrêter de faire toujours plus, mais faire mieux. Je pense que ça a été dit aussi par Valentin. Je pense que c'est aussi basé sur la confiance, les liens. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour une PME désirable dans 40 ans, bah, c'est beaucoup moins d'intermédiaires et un prix juste, parce qu'on a beaucoup trop de gens qui savent rien faire et qui vendent des trucs, et ces gens-là ne servent à rien. Voilà ce que j'estime être désirable. Donc la pyramide, c'est pas trop ton truc, si j'ai bien compris. La pyramide, c'est pas du tout mon truc. Tu veux réagir, Jean-Valentin? Non, mais je trouve que ça résonne effectivement à ce que dit Nicolas. Moi, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir. On a parlé d'agilité. On parle souvent d'agilité quand on demande, quand on parle des PME, parce qu'il faut savoir réagir, il faut savoir rebondir sur des crises. Mais pour moi, il faut peut-être aller plus loin. Et puis un terme important, c'est vraiment la résilience. Et je pense que c'est ça qu'il faut anticiper. C'est dans ce sens-là qu'il faut préparer une vision. On l'a vu avec la crise du Covid, on l'a vu avec les taxes douanières, on l'a vu avec toutes les polycrises qu'on traverse aujourd'hui. On a des ruptures de chaînes d'approvisionnement. On doit, en fait, je pense, relocaliser d'une certaine manière nos économies. Ça implique aussi le développement industriel. Je pense qu'une réindustrialisation de l'Europe, je pense qu'elle est inévitable si on veut aussi affronter les défis de demain, et notamment la transition énergétique et la transition écologique, parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, l'accès aux ressources est un réel défi. Et ça va être une des grandes difficultés, et je pense qu'il faut l'anticiper dès aujourd'hui. Donc pour anticiper, ça veut dire avoir des ressources qui sont a priori sous la main. Tout à fait, tout à fait. Vous partagez cette vision-là? Entièrement, c'est même l'avenir, parce que si on continue comme maintenant, il faut être très honnête, on va tous mourir. Donc on a besoin d'une croissance, parce que c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet d'être là, d'être heureux. Mais cette croissance, il faut maintenant la contrôler par rapport à notre avenir, par rapport au gaspillage et par rapport surtout à ce dont on a vraiment besoin. Et ces ressources, on sait qu'elles sont limitées. Donc il y a ce grand débat aussi qu'on peut faire avec la technologie. On en a parlé durant les interventions passées, j'en ai parlé durant l'apéritif d'avant, mais la technologie, c'est très bien.
on en profite tous, on vit avec, on en a besoin parce qu'on est quand même passé du silex à ChatGPT. Mais si on se documente un peu sur la technologie, elle a aussi un peu les mêmes promesses que le charbon, en se rappelant que les Anglais, pour nourrir l'appétit de la machine à vapeur, ont commencé par brûler leurs forêts et ils ont déterré le charbon pour sauver leurs forêts. Donc il y avait quand même une notion d'écologie qui date quand même de la moitié du 19e siècle et qui nous a menés dans la crise où on est aujourd'hui. Et je pense que c'est maintenant qu'on doit se responsabiliser par rapport à ça. Et c'est l'avenir de la PME de demain en Suisse. Alexandre, tu disais les ressources, elles sont limitées et pourtant on consomme comme si on n'en avait absolument pas conscience. Je te vois avec le micro, Mercedes. Comment justement est-ce que vous traitez ce sujet-là? Parce que votre matière première, c'est les fèves de cacao. Tout à fait. Alors, en effet, la fève de cacao, on a subi une augmentation assez incroyable l'année passée, et puis ça, c'est loin de s'être arrêté. Mais moi, j'aimerais revenir sur les ressources. Les ressources, on en parle, et puis on a eu des interlocuteurs d'un niveau assez incroyable, et puis là, je me trouve aussi avec des collègues qui sont magnifiques. Mais j'aimerais revenir à une ressource dont il me semble on devrait mettre un petit peu plus l'accent, c'est la ressource humaine. Et c'est cette humanité aussi qui aujourd'hui crée des entrepreneurs solides. Parce que ça a été mentionné rapidement, mais c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, on est parfois très seul. Et puis, cette ressource humaine, cette dimension de l'humanité, suivant le niveau d'âge dans lequel on se trouve, on a fait plus ou moins d'expérience. Pour ma part, je suis fille d'un père maniaco-dépressif, une maman extrêmement exigeante, mais bienveillante et courageuse, un divorce, 3 enfants, le Covid avec une entreprise où je venais déménager et réinvestir. Un être très, 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 très cher qui meurt jeune, un décès, donc je frôle une zone de dépression dont je sors, mais on parle peu de ce facteur humain, en fait, qui est une ressource qui aujourd'hui, je pense, est une ressource à chérir. Comment on la chérit? Je pense qu'il faut trouver au sein de chacun de nous, entrepreneurs, cette force qui est dans nous, mais indéniablement, je pourrais vous raconter des déboires, mais en fait, pas du tout, parce que ça serait vous mentir. Pour moi, tout ce que j'ai traversé et tout ce que nous traversons tous, entrepreneurs ou pas, en fait, je l'ai retourné comme quelque chose dont je suis sortie plus forte. Et à chaque fois, en fait, je remercie parce que toutes ces choses qui me sont arrivées, je considère que ça a été mes meilleurs professeurs. Donc là, on revient sur le sujet de la résilience. Exactement. Et donc, l'humain, les gens à qui je travaille, ils ont aussi des parcours, ils ont aussi des choses. Et je dirais, il y a aussi quelque chose d'autre qui a résonné dans ma tête tout à l'heure, c'était que non, il ne s'agit pas de leur donner tout, mais de les faire monter en compétences. Monter en compétences pour qu'eux-mêmes, ils soient heureux, fiers, responsables de ce qu'ils font et leur permettre aussi de se déployer eux-mêmes. Pas forcément de les aider avec une fausse bienveillance, mais entre personnes, s'aider à monter en compétences. Et voilà, je dirais la ressource humaine me semble être une ressource qui est aujourd'hui à mettre un accent quand c'est un temps des machines, un temps de l'intelligence artificielle. La ressource humaine devient aujourd'hui une priorité, une des leaders et des entrepreneurs, je pense. Nicolas, toi qui travailles avec des associations... Non, mais et qui a fondé des associations, c'est quand même un petit peu le nerf de ta guerre. C'est central, je pense que l'humain est vraiment central dans tous les projets qu'on met en place. Si on prend l'exemple de Satellite, aujourd'hui c'est une association qui est née sans subvention, qui a un peu plus de 250 membres, qui presse plus de 18 000 litres de jus de fruits, qui a 9 hectares de terrain avec une 60aine de chèvres, de moutons et autres. On a une immense bibliothèque d'objets, on a des entrepreneurs qui utilisent nos makerspaces. Enfin, j'aime bien dire qu'on a un des plus grands makerspaces de Suisse. Mais tout ça, c'est fait par des humains, en fait. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que moi, dans l'ensemble, je ne sais pas faire grand-chose. Je suis un généraliste qui parle très bien devant vous, mais en fait, derrière moi, il y a plein de gens qui sont encore meilleurs, et puis que c'est eux qui font que ça fonctionne. Oui, mais toi, tu les rassembles. Mais moi, je les rassemble, mais derrière, il faut des gens. Donc, en fait, je pense que c'est ce qu'on démontre. Et finalement, même le panel qu'on est là ce soir, on se connaît déjà certains, mais en fait, on partage des valeurs. Et puis, il faut se réunir entre gens qui partagent des valeurs, qui font qu'on a envie de faire quelque chose, et puis qui a un impact. Et puis, je crois que le mot impact est passablement
ressorti ce soir. Mais en même temps, j'ai pas envie de dire, enfin, j'aime bien blaguer, j'ai un pull en laine de mouton avec des petits boutons de date. Mais en même temps, je dirige une société de high-tech, je fais de la robotique, je sais très bien ce que c'est l'IA. J'ai des robots qui voyagent dans le monde entier, et puis j'ai des ingénieurs qui bossent aujourd'hui comme vacataires dans des écoles d'ingé et autres. Le robot, Mais j'ai le un robot CFC de hein. paysagiste, et puis il y a quelqu'un qui l'a dit avant, il faut la formation et tout. Mais aujourd'hui, en Suisse, on vit dans un pays où on a accès à Internet, tout le monde peut apprendre tout ce qu'il veut. Celui qui veut pas apprendre, c'est qu'il a envie de rien faire. Donc bougeons-nous un petit peu les fesses, et puis regardons ce qu'on a devant nous. Vous avez tous un smartphone. Enfin, ouais, c'est un petit peu ça qu'on doit développer, mais surtout avec du sens et de la conscience. Ok. Donc, sens, conscience, c'est vraiment un petit peu la guideline, on va dire ça, Jean-Valentin. Prendre soin de cette valeur humaine, au final, de cette ressource qu'est l'humain. Tout à fait. Moi, je pense que le sens, c'est ce qui me rend optimiste, je dirais, par rapport à l'avenir. Et notamment chez les jeunes générations, moi je le vois, je n'ai que 25 ans, mais je le vois aussi autour de moi, dans mes cercles, dans mes amis, etc. On a aujourd'hui des jeunes générations qui sont aussi en perte de repères, avec les bouleversements qu'on traverse, avec l'intelligence artificielle, on l'a dit, mais aussi les réseaux sociaux. Et je pense que ce phénomène, il touche aussi toutes les générations. Et puis le sens, à mon avis, c'est vraiment ce qui va nous permettre au final de résoudre aussi les problèmes qu'on vit aujourd'hui, et notamment les problèmes environnementaux. Parce que si on a du sens dans l'activité qu'on fait, si on a un impact dans l'activité qu'on fait, forcément, on aura du plaisir à travailler, on vit mieux. Et ça, je pense que c'est ce qui va finir par nous réunir tôt ou tard. Alors, ça reste des exemples de niches encore qu'on a parfois, de traders qui ont tout plaqué ou de pilotes qui arrêtent de prendre l'avion parce qu'ils voudraient se dédier à une activité locale. Mais je pense que petit à petit, plus on aura des exemples comme ça, plus on va aussi changer l'échelle de valeur et montrer que finalement, on n'est pas juste là pour créer de la richesse à l'infini, mais surtout d'avoir un impact concret, local, et puis de créer du tissu, quoi. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote justement de quelque chose qui a fait du sens pour toi dans ton parcours professionnel ou dans les gens avec qui tu travailles? Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes, mais avant de créer une entreprise, moi j'ai surtout été actif au niveau associatif, donc ça me touche ce que dit aussi Nicolas sur son activité. J'ai aussi une activité politique, mais tout ce qui me guide finalement dans ces différentes activités, c'est le fait de pouvoir avoir un impact. Et c'est cette vision-là qui m'a donné envie d'aller plus loin, de créer, et puis d'être actif finalement à différents niveaux pour finalement lutter contre les crises environnementales qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'un des événements les plus marquants, alors il y en a eu peut-être plusieurs, mais je pense que l'éducation, ça joue quand même un rôle très très important. La formation. La formation, moi j'avais eu par exemple une professeure au collège et puis au gymnase qui nous avait sensibilisés aux enjeux de développement durable, qui nous avait en cours de citoyenneté par exemple, je donne toujours cet exemple parce que ça me choque de voir à quel point il y a des établissements où c'est pas du tout enseigné. J'avais une professeure par exemple qui avait pris le livret de votation, le livret rouge, et puis qui avait expliqué les arguments pour, les arguments contre sur tel ou tel objet, et organisé un débat en classe. Et ça me semble essentiel aujourd'hui, c'est aussi de sensibiliser sur la vie citoyenne en plus d'une activité professionnelle. Et puis peut-être l'autre événement marquant, c'est que j'ai eu la chance en 2021 de participer avec la Jeunesse suisse pour le climat à la conférence COP à Glasgow. Où j'ai été en train jusqu'en Écosse. Wow. Mais surtout, ce qui m'a marqué là-bas, c'était de voir l'inertie de ces négociations. On le voit aussi en ce moment même avec la COP30 à Belém au Brésil, de voir que finalement, l'impact et les décisions ne vont pas venir de là. Alors on a besoin de ces conférences, on a besoin de se mettre autour de la table. Le réchauffement climatique, c'est un problème global. Il faut se mettre autour de la table et que les États prennent une direction commune, ça c'est absolument certain. Mais c'est ça qui m'a motivé très vite à agir localement, à créer de l'impact localement. Et puis finalement, je crois beaucoup à ça. Je pense que le bottom-up, il ne faut pas le sous-estimer. Et je pense qu'on est toutes et tous ici avec une activité dans notre entreprise, dans notre cercle professionnel, pour pouvoir aussi favoriser ce mouvement-là. Cette recherche de sens, Alexandre, toi tu es aussi prof à l'ECAL. Justement, comment est-ce que tu l'aperçois au sein de tes étudiants? Est-ce que tu sens une génération qui est perdue? Est-ce que tu sens une génération qui est en recherche de sens? Alors, ils sont en recherche de sens au niveau de leur métier.
Mais c'est très paradoxal aussi parce qu'ils aiment le confort, ils aiment le luxe. Donc il y a deux pensées qui sont diamétralement opposées par rapport à leur désir et quelque part leur confort actuel. Mais après, le but d'une école aussi, c'est peut-être de déconstruire certaines choses pour en construire d'autres. Et c'est vrai que moi, j'enseigne à l'école, entre autres, les matériaux et technologies, donc ça me permet quelque part de colporter un peu la bonne parole face à la responsabilité du designer à l'avenir. Et la responsabilité du designer, c'est pas forcément d'utiliser des matériaux qui sont fabriqués à base d'aliments, en sachant qu'1 milliard de personnes ne mangent pas forcément à sa faim sur Terre. Et c'est pas non plus cramer du plastique pour faire des emballages de sandwich qui ont une durée de vie de quelques minutes, ce que j'appelle l'objet mono-usage, monomatière. Je pense que c'est d'avoir un regard visionnaire par rapport à l'utilisation des matériaux dans le temps. Un exemple que j'adore et dont je t'ai parlé au téléphone, c'est la en ABS, qui est l'acrylonitrine butadiène styrène, qui est un truc, je m'excuse du terme, mais qui est dégueulasse à fabriquer. Mais c'est grâce à cette matière immonde que personne ne jette des Legos. Qui jette des Legos? Vous les mettez au bord de la route, les gens les ramassent. C'est grâce à cette matière immonde que vous pouvez acheter une brique Lego aujourd'hui et la monter sur le jeu que vous avez trouvé chez vos grands-parents. Donc en termes de bilan carbone, on est quasiment sur une neutralité par rapport au nombre de mains qui ont été touillées cette brique Lego. Donc j'ai aussi créé la matériothèque de l'ECAL, qui est un peu mon projet à l'ECAL. Et c'est vrai que j'ai tout un coin génial avec des matériaux isolants faits avec des champignons, avec des plastiques faits avec du lin, avec des verres qui sont faits avec du maïs. Et c'est ce que j'appelle ironiquement le stand greenwashing. Donc c'est pas pour le dénigrer, mais c'est juste pour se rappeler que tout a une trace. Et je pense que c'est quoi le problème d'un égouttoir en plastique Ikea que vous allez garder pendant 25 ans par rapport à l'emballage d'un sandwich? Donc il faut choisir ses combats. Et je pense que le choix du combat, c'est justement d'avoir la bonne matière pour le bon usage, en extrayant le gaspillage de nos modes de vie. Et on ne parle même pas du côté alimentaire qui fait couler de l'encre tous les jours par rapport à ça. Alexandre, vous me disiez aussi qu'à l'école, vous appreniez à vos étudiants à détruire avant de construire parce que vous aviez une responsabilité par rapport au consumérisme. Oui, alors ça c'est vrai. En général, deuxième cours avec les premières années de matériaux, toujours, je les emmène au fait chez Thévenin-le-Duc, donc Barec, que je remercie d'ailleurs de nous accueillir chaque année. Et là, ils vont voir des bagnoles qui se font broyer, des profilés métalliques qui se font éclabousser. Et je vous cache pas que c'est un peu choquant quand même, parce que ça fait du bruit, parce que c'est aussi peut-être le miroir hideux de notre consommation. Et le message, c'est que j'aimerais qu'ils comprennent un peu les restes du consumérisme, voir comment les choses sont détruites avant qu'ils apprennent à les construire. Et je pense que c'est des images qui restent et des images qui vont les aider à pouvoir construire l'avenir. Parce que je répète, cette espèce d'ambivalence du design qui est aussi entre mode et responsabilité. Et aujourd'hui, ce métier est en train de changer. Et c'est vrai que beaucoup d'étudiants me demandent, mais monsieur Gaillard, si on vous écoute, au fait, pourquoi on fait du design? Il faut faire du design comme jamais pour pouvoir sauver nos habitudes et sauver la production industrielle par le biais de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on doit maintenant tous s'y mettre pour pouvoir banquer sur les valeurs dont tu parlais. Le Fab Lab, c'est un truc absolument génial. Les gens aujourd'hui préfèrent avoir des objets moins fonctionnels qu'ils ont fait eux-mêmes que ceux qu'ils ont achetés. Mais si c'est pas un avenir incroyable, moi je suis danseur au Bolchoï. Et maintenant, tout ce monde est en train d'évoluer. Le libre accès au niveau des fichiers 3D qu'on peut trouver sur les bases de données et tout, c'est un avenir. Et c'est aussi un pied de nez quelque part à l'industrie qui voit ces dangereux makers faire des choses eux-mêmes et qui vont tuer l'économie de croissance du XXe siècle. Et j'adore ça. Nicolas. J'adore, j'aurais plein de choses à dire. Non, mais sur l'impression 3D, l'exemple est assez bon. C'est que sur les modèles 3D, quand on dessine en 3D, après, il faut des logiciels pour permettre à nos slicers d'imprimer ou à nos robots d'usiner. Et puis c'est là qu'on nous demande du pognon. Donc c'est là où le capitalisme nous attaque. Mais c'est un bon sujet parce que le droit à la réparation, il passe aussi par justement l'impression 3D. La responsabilité, du coup. Elle est où chez vous, cette responsabilité alors? Je pense que dans la continuité de ce qui vient d'être dit, c'est pas que de faire des lieux, donc c'est pas que de faire un Fab Lab, une bibliothèque d'objets ou un presseur. Le but, c'est aussi de transmettre des savoir-faire et des savoir-être. Et puis, c'est central dans ce qu'on fait. Dans notre atelier, on donne des cours aux gens pour savoir travailler le bois, travailler le métal, on donne des cours de poterie.
avec ProVélo, on explique aux gens comment réparer leur vélo. Et je pense que ça, c'est central dans un contexte, on parle beaucoup d'économie circulaire, mais moi j'essaye de plus en plus d'amener la question d'économie de fonctionnalité. Parce qu'on a tous besoin de choses, on a tous besoin de trucs, on a tous besoin de matériaux. Puis en fait, on n'a pas besoin d'aller racheter du neuf et on peut le retrouver. Et puis on retrouvera ça dans une ressourcerie, par exemple. On retrouvera ça dans l'économie de partage, avec une bibliothèque d'objets. Aujourd'hui, chez Satellite, on a un peu plus d'une septantaine de bêtes. Ce qui est cool, c'est que je vous invite dans un de mes événements. Un jour, je vous dirai, tiens, ça, c'est nos saucisses, et puis ça, c'est nos œufs, donc nos crêpes, donc ça, c'est nos jus de fruits. Et puis aujourd'hui, c'est pas encore nos pulls en laine, mais c'est l'objectif. Et je pense que ça, c'est aussi central dans une économie qui doit diminuer son impact, c'est qu'on est capable de tout faire à serrer. Et ça a été très bien dit, je sais plus le nom du monsieur d'Innovo, mais ça a été dit avant. Rémi Valbaum. Il y a Bernard Arnault et consorts, mais on s'en bat les couilles de ces gens-là. En fait, ça change quoi la couleur de l'herbe de mes moutons? Rien. Donc en fait, pensons plus simple. Pensons à qu'est-ce que ces gens tirent comme Keep it théorie. simple, keep it stupid. En ingénierie, on a ça, les principes KISS, c'est keep it stupid and simple. Et puis je pense que c'est ça qu'on doit tous dans cette salle aujourd'hui cultiver, c'est de dire oui, ils peuvent décider tout ce qu'on veut, mais qui aujourd'hui peut décider, dire ce qui va se passer dans 3 ans, on ne sait pas, le Covid il arrive demain, Trump, machin. Ayons des impacts sur les choses qu'on est sûr, et c'est la nature. Mercedes, moi j'aimerais votre réaction à tout ce que vous venez d'entendre. Chez vous, la responsabilité, vous la situez où et en quoi elle est importante pour vous? Alors, d'abord, ce qui me réjouit, c'est de voir des personnes aussi passionnées. Donc ça, c'est formidable parce que je pense qu'on a une vraie opportunité de laisser une trace positive chez nos jeunes. On parlait de la jeunesse, c'est vrai. C'est pas évident d'être jeune aujourd'hui. C'est pas évident d'avoir mon âge et de traiter avec des jeunes non plus. Mais cette responsabilité de laisser une trace, de par devenir des entrepreneurs inspirants, devenir des entrepreneurs courageux, qui donnent envie, en fait. C'est pas toujours évident. Et je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais il y avait un angle que j'aurais aussi voulu apporter, c'est que au long de les difficultés de l'entrepreneuriat, parce que quand on vous entend parler, que je vous entends, il y a beaucoup d'émotions, vous êtes des personnes qui ont du succès, mais il y a des moments aussi où on redoute. Par la croissance, par des changements, des choses comme ça. Et puis, j'aimerais apporter un côté où, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, mais ce sens que chacun peut trouver, je dirais, personnellement, pour moi, c'était ma foi. Et puis, ne serait-ce que de pouvoir se reposer sur quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer et de ne pas essayer de se positionner comme étant... avoir un ego tellement immense de se dire que non, je ne suis pas capable. Oui, tu es capable. Tu es capable parce qu'il y a une puissance au-dessus qui te rendra capable. Il faut le vouloir. Et en fait, c'était cette dimension que je voulais apporter. N'importe quelle difficulté, elles sont dures, elles sont rudes, mais il y a quelque chose, mais il faut s'accrocher, ça c'est sûr. Il faut sortir les dents, les ongles, tous les amis, la famille si on en a, les parents, tout ce qu'on peut, mais dans les moments de difficulté, il faut y aller. Et puis, par rapport à nos jeunes, c'est ce qu'il faut leur apprendre, leur enseigner. Leur montrer ça. Exactement. Toi, tu m'as parlé d'humilité, mais tu m'as parlé de fermeté en même temps. Absolument. Et je crois que l'un va de pair. Je prône une main de fer dans un gant de velours. Et c'est réellement ça. Je finirai par un petit exemple, en fait, qui est celui de parents qui, on a un enfant qui vient vers eux et leur dit « J'aimerais un vélo ». Ok, les parents disent « Très bien, magnifique. Alors, tu vas te l'acheter avec ton argent de poche ». Il dit « Mais oulala, il va me falloir longtemps ». « Oui, tu sais calculer 1 an ». Très bien, parfait. Il s'achète le vélo et voilà, il est tout content, il se le fait voler. Il rentre à la maison, terrible, on pleure et les parents, réaction, ils ont 2 choix. Soit ce que humainement est le plus simple. Bon, on va aller t'en racheter un. Le premier, tu te l'as acheté, donc on va t'aller racheter un. Ça, ce n'est pas leur permettre. Le deuxième choix, très dur, très très dur. En tant que parent, je suis mère de 3 enfants, ultra dur. Eh ben, tu vas recommencer. Par contre, je vais t'aider. Et je vais t'aider autrement. On va faire une stratégie. Je vais t'aider, cette fois-ci, tu vas prendre des petits jobs. On va monter quelque chose pour te permettre d'aller plus vite. Et plus vite que tu puisses t'acheter ton 2e vélo. Et là, je parle d'enfants, mais je pense que pour les adultes, c'est la même chose. Leur résoudre les problèmes ne les aide pas, ne leur fait pas ouvrir leurs ailes. Et donc, dans mon entreprise, on peut me considérer peut-être un peu ferme, mais en tous les cas, après, ils ont le sourire parce que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils se sont surpassés, les montées en compétences, c'est pour eux.
Montrer l'exemple, hein, finalement, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Mercedes. Bon, c'est vrai que je ne suis pas toujours très... Enfin, je suis parfois un peu dure avec moi-même. Mais personne n'est parfait, mais par contre, c'est montrer un chemin qui vous semble être le meilleur. Oui, c'est vrai. Et puis, malgré garder cet aspect humain, être alerte, parce que on disait déjà au XVIIe siècle, je pense donc j'existe. Moi, j'aimerais ajouter la notion je pense, je suis attentif, donc j'existe. Jean-Valentin, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir parce que je trouve que les propos de Mercedes sur la responsabilisation, ils sont hyper importants. Je pense que une des clés pour une PME aussi en 2040 ou en 2050, c'est vraiment sa capacité aussi à attirer des talents et à maintenir ces talents. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance à quitter très très vite son emploi dès que justement on coche pas la case du sens ou de l'impact qu'on mentionnait avant. Donc ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes et ça passe justement par des nouvelles formes de gouvernance, ça passe par participer aux prises de décision. Et là, je pense aussi aux jeunes générations. Je pense qu'il faut aussi leur donner dans une entreprise la capacité de pouvoir influencer, de pouvoir donner des idées. Et là, il y a beaucoup d'études qui existent sur le sujet. Même il y a 2 ans, Deloitte avait fait une étude là-dessus. L'étude SwissSkills de l'année passée aussi montre qu'à la fois la question du sens et de la responsabilisation, elle est effectivement clé pour une PME d'avenir. Alors pour clôturer cette discussion, parce qu'on arrive déjà à la fin, j'aimerais vous demander un exercice qui n'est pas si simple, mais je suis sûre que vous allez y arriver. J'aimerais un mot qui va symboliser ce que les gens devraient retenir de ce qu'est pour vous une PME désirable, cap sur 2040. C'était notre thème. Un mot. Qui veut se lancer en premier? Allez. Facile, la passion, parce que la passion amène tout le reste. Passion. Nicolas? Je sais plus le mot que je t'ai dit quand on a préparé la séance. Tu m'en as dit beaucoup, hein? Mais je dirais en fait simplement juste le plaisir. Enfin, parce que moi je me rends compte aujourd'hui, c'est que je travaille pas, mais je suis aussi jamais en vacances. Alors ça embête un peu ma compagne de temps en temps. Mais je crois que c'est le plaisir. Ouais, Le plaisir. Pour avoir l'impression de ne jamais travailler. C'est ça. Jean-Valentin? J'ai déjà dit un mot en introduction, c'était résilience. Du coup, je vais Oui. dire un autre. Mais résilience, c'est bien aussi, j'accepte 2. Hein. Je pense valeur, parce que Valeur. être guidé par des valeurs, c'est le plus important. Et puis, quand on est guidé par des valeurs, on traverse toutes les crises, en fait, aussi. Et ça, je le vois aussi même dans notre activité, quand on travaille avec des PME familiales, par exemple, qui restent alignées sur des valeurs, ça ne bouge pas avec les crises qui se succèdent. Passion, plaisir, résilience, valeur. C'est toi qui conclus, Mercedes. Qu'est-ce que tu ajoutes au gâteau? J'arrive pas Peut-être c'est 3 mots. communication, collaboration. de ce Lutter qu'on a contre l'ego. Lutter contre l'ego. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est une belle conclusion. Ben, je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup.